voulais tout juste vous remercier d'avoir été nombreux à relayer ma vidéo. Et je suis d'autant plus émue que je ne m'y attendais pas du tout. Je n'y attendais pas du tout. Donc merci d'avoir téléchargé, d'avoir partagé, d'avoir permis que bon nombre de personnes prennent connaissance de ce fléau, de ce problème qui se pose et qui s'impose à nous et auquel il faut vraiment porter une attention pleine de délicatesse. Voilà, je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas remettre de l'huile sur le feu. Tout a été dit concernant cette apologie du viol sur une chaîne de télévision. Je ne rajouterai rien de plus. Je tiens à vous livrer l'histoire d'un réel calvaire, le témoignage d'une jeune femme pleine de courage qui a vécu des moments très très difficiles. Et vous savez ce que c'est en Afrique de se confier, de parler de ces choses qui sont si intimes, de parler de viol de la part d'un de vos proches. C'est pas évident, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ce n'est pas évident du tout. Elle a eu le courage de se confier, elle a eu le courage de vider ce qu'elle avait en elle, de sorte à pouvoir continuer à vivre. Et je pense qu'après avoir visionné ces images, eh bien, il n'y aura plus de place pour la dérision. Il n'y aura plus de place pour l'apologie au viol. Il n'y aura plus de place. Plus de place. Et c'est ce que je souhaite du fond du cœur. Alors, suivez ces images et respect pour cette jeune femme. Respect pour elle. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Bien, j'espère. Chez moi, ça va. Yves Demela, toi qui fais ces genres de vidéos-là, viens que je t'explique mon histoire. Nico, faut pas pleurer. Viens que je t'explique mon histoire. Je suis gros, je suis originaire de Guitafla. Quand j'étais petite, maman me laisse à ma grand-mère et elle vient à Bihan pour se chercher. Je reste donc au village avec ma grand-mère. Je fréquentais à l'école centre, non loin de la gare de Guitafla. Ma grand-mère habitait non loin aussi de là. Les 10 heures, les 10 heures, quand je descends, je viens boire l'eau à la maison et je repars à l'école. 10 heures, je descends. Lorsque je venais, je croise le cousin de ma maman qui était dans les parages. Il me dit, Annick, où tu vas? Il dit, papa, il aime boire l'eau à la maison. Seulement, lui, il devait avoir à peine 20, 21, 22 ans par là. Il dit, ok. Il dit, viens, je viens. Et il me dit, pour ceux qui connaissent bien Guitafla, dans la cour de maman Suzanne, maintenant c'est fermé. Sinon, dans le temps, entre sa cour, juste derrière sa cour, il y avait un conseiller qui habitait là. Et il y avait une classe aussi qui était là. Mais vers le conseiller habitait, il y avait un tas d'ordures qui était là. Et puis, il y avait des tas de sable qui étaient là. C'est derrière. Il m'emmène là-bas. Il me dit, Nico, c'est que je m'en vais faire là. Parce que toute la famille sait, tout le monde sait ce que ma maman représente pour moi. Maman est tout dans ma vie. Et je n'ai pas caché depuis mon bas âge. Tout le monde sait ce que ma maman représente pour moi. Donc, il s'appuie dessus et puis me dit, ce que je m'en vais te faire là, si tu dis ça à ta maman, je te tue. Si tu dis ce qu'il m'a te faire, tu dis ça à ta maman, je te tue. Donc, je le regarde. Et puis, il dit, papa, il y a quoi? Maman t'a fait quoi? Pauvre innocente que j'étais. Mais lui, non, elle m'a rien fait. Mais c'est si tu parles ou bien tu cries que ta maman, il va faire quelque chose à ta maman. Mon homme soulève ma robe. Et il me viole. À l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Je saigne. Je me mets à saigner. Quand il voit que le sang commence à couler sur moi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du sable. Et il enfonce ça. Il verse ça dans mon sexe. Il met du sable dans mon sexe pour ne pas que... Oh, il ne faut pas pleurer, pardon. Il met du sable dans mon sexe pour ne pas que le sang coule. Je me lève.
mes pieds tremblants, je ne savais même pas quoi faire. Donc, je décide de courir pour aller vers ma grand-mère. En courant, je me fais percuter par une moto sur la grande voie. Donc, je tombe là. Les gens se mettent à crier. Ma grand-mère vient, tout le monde sort. Les gens me prennent, ils m'envoient à l'hôpital. On appelle ma maman. Ma maman vient le lendemain. Elle fait les dépenses, tout. Et puis, je regarde ma maman. Je regarde ma maman droit dans les yeux. Je vais dire à ma maman, mais comment je vais faire? Je ne peux pas le dire. Je regarde ma maman avec douleur. Je ne peux pas dire à ma maman ce que j'ai vécu. Au juste, la vérité, je ne peux pas dire. C'est resté sur l'effet de l'accident. Maman repart. Mais je n'ai plus la force d'aller à l'école. Je ne peux plus aller à l'école parce que j'avais peur. J'étais traumatisée. Quand je vais à l'école, quand j'entends un bruit ou bien quelqu'un me parle net, je suis saute sur moi. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais l'argent de l'école et je partais m'asseoir en brousse. Quand il est midi, je viens à la maison. J'ai fait ça tout au long de l'année. Ça s'est vu sur mes résultats. J'étais pratiquement la dernière de la classe. Maman décide de m'envoyer à Abidjan où je vais fréquenter. Je fréquente comme tout élève. Mais ça a commencé à aller. J'ai commencé à me retrouver. Sans parler, sans rien dire à ma maman. J'ai gardé le secret pour moi seul. Quand j'ai eu 16 ans, il y a un jeune de mon quartier qui a commencé à me faire la cour. Un jeune qui était un peu plus âgé que moi qui a commencé à me faire la cour. Chose, je ne lui répondais pas, mais il était ami à mes cousins. Donc, il venait tout le temps à la maison. Un soir, il vient, il nous invite. Il a l'habitude de nous inviter. Franchement, il nous invitait par moment pour aller manger, aller au glacier. Tout, on partait. Moi et mes grands soeurs, on partait partout. Parce qu'il était devenu comme un membre de la famille. Un jour, il m'invite. Moi, ma grande soeur, plus un de ses amis, on va s'asseoir dans un maquis au deuxième arrêt. Pour ceux qui connaissent bien à Bobo, au deuxième arrêt, sur la route de Grand Marché. On va s'asseoir là-bas, on boit. Nous, on buvait la sucrerie parce qu'on était encore enfants. On finit de boire, on prend la route. Il dit non, attends un peu, que ta grande soeur est partie pisser, elle arrive. Effectivement, ma grande soeur était descendue. Donc, je m'assois là, je constate que son ami descend. Nous, on reste dans le maquis. Puisque c'est un maquis et puis il y a beaucoup d'hommes, je n'ai pas eu peur. Donc, ma grande soeur est restée en train de causer à son ami. Son ami convainc ma grande soeur en lui disant que allons, Annick et puis et Maxime vont nous suivre après. Et ils vont. Moi, je reste là lui. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Quand je prends... Plus il était venu chercher ma grande soeur en bas. Je ne l'ai pas vue. Je remonte. Je prends mon verre, je bois. Ma langue devient lourde. Mes yeux, je tourne sur moi, je vois plus clair. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Je me réveille le lendemain à 9 h dans la chambre d'hôtel, à Bobo. Derrière, au sable. L'hôtel qu'on appelait, on dit sablonné ou à sablonné, c'était là-bas. Je suis couvert de sperme. Je lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je constate que je venais d'être encore violée pour une deuxième fois. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis venue à la maison, je ne pouvais pas en parler. Et j'en voulais à ma grande soeur. Mais ma grande soeur même ne savait rien. Elle ne doutait même pas de quelque chose. Elle n'a jamais su. Malheur pour moi, c'est devenu une grossesse. Dans ma grossesse, je l'ai appelé, je l'ai informé. Il dit non, que ce n'est pas pour lui parce qu'il voit trop de prétendants derrière moi. Donc, ce n'est pas pour lui. Il ne reconnaît pas la grossesse. Ma mère, la grossesse a évolué jusqu'à 5 mois et ma maman a su. On se rend chez ses parents, son père prend l'engagement de s'occuper de la grossesse. Malheur pour lui, pour son papa m'a donné 40 000 francs pour aller prendre un carnet pour m'occuper de moi-même. Je prends les 40 000, je vais devant un docteur, je lui dis, docteur, je vais avorter. Il me dit, ventre qui est sorti là, il dit oui. Il regarde, il dit, mais ventre là à 5 mois, si tu avortes là, tu risques de perdre tes trompes. Il dit, docteur, c'est pas grave. Je préfère perdre mes trompes que de faire un enfant bâtard. Donc, il faut enlever. C'est comme ça le docteur enlève. Mais je vous assure, quand on finit de faire le culottage, je ne suis plus devenue je ne suis plus devenue la même. Depuis l'âge de 6 ans, on m'a arraché quelque chose que je ne peux pas expliquer. Je n'ai plus goût à la vie. Je n'ai plus jamais eu goût à la vie. Je suis devenue impulsif, je suis devenue dure, de caractère, méchante, mauvaise. Je n'ai pas de sentiments. Je
Je suis en colère contre tout le monde. Contre tout le monde. C'est à un moment donné, quelqu'un est rentré dans ma vie. Et à cause de ce pilotage et puis ces viols successifs, quand je suis enceinte, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mes menstrues viennent normalement sur la grossesse. Donc, je ne peux pas savoir que je suis enceinte. Et ça fait que j'ai perdu l'homme que j'aimais le plus. Il fait le même métier que vous. Je ne vais pas dire son nom. Il travaille même avec vous. Yves, tu es mauvais. Ce que tu as fait là, aujourd'hui, je décide d'en parler parce que je me dis qu'il y a plein de filles, il y a plein de femmes que je connais qui ont vécu la même histoire. Mais elles ne peuvent pas en parler parce qu'elles ont honte. Moi-même, je dépose la honte aujourd'hui. Mes grandes soeurs vont venir me demander, mes parents vont venir me demander. Je vous demande pardon, ne me demandez pas. En me demandant là, vous m'enfoncez. J'ai décidé de ne pas en parler, j'ai décidé de ne pas pleurer, j'ai décidé de ne plus de mettre ça en arrière, mais je n'arrive pas. C'est parce qu'il va soulever ce truc aujourd'hui. Quand j'ai vu les vidéos, c'est revenu encore dans ma tête. Depuis le matin, je ne fais que pleurer. Je ne fais que pleurer. C'est comme je revis la scène de quand j'avais 6 ans. Ça revient dans ma tête. L'année dernière, je suis allée à Abidjan dans l'intérêt de moi-même me faire justice. Parce que je me suis renseignée, on m'a dit, ce cousin de ma mère en question habite à Mosikro. Il est chauffeur de taxi. J'arrive à Abidjan, je paye des gens. Je me renseigne, je trouve sa maison. Je décide d'aller finir avec sa vie. Vous comprenez? Je décide d'aller finir sa vie. L'année dernière, en avril, même pas l'année dernière, avril passé. La nuit, je suis couchée, à la veille de l'opération, je suis couchée, puis je fais un rêve. Je fais un rêve et dans le rêve, il y a un monsieur qui me dit, Aniko, faut laisser tomber. Je vais faire ta justice. Je me charge de ta justice. Laisse tomber. Si tu vas et puis tu fais, qui va s'occuper de tes enfants? Qui va s'occuper de ta maman que tu aimes tant? Donc laisse tomber. Je me lève la nuit, puisqu'il était couché à ma maman, je me lève la nuit, je regarde ma maman qui est couchée. Effectivement, qui est tout pour moi. Je regarde ma maman et je décide de laisser. Dieu va se charger de ma justice. Vous comprenez? Yves, ce que tu as fait là, il y a plein de femmes qui ont vécu la même chose. Sur 100 femmes aujourd'hui, là, il y a au moins une cinquantaine qui ont vécu cela, mais elles ont honte de le dire, elles ont peur de se sentir rejetées. Moi, je le dis aujourd'hui, à visage découvert. Mes abonnés vont le savoir, le monde entier va savoir, mais c'est à mon homme, je demande pardon. Je demande pardon à ma mère, je demande pardon à tous mes proches que ça va affecter. Mais c'est ce qui m'a rendu comme ça. Aniko, tu es impulsif. Aniko, pourquoi tu es comme ça? Aniko, pourquoi tu aimes les histoires? C'est ce qui m'a transformé depuis mon enfance. C'est mon histoire qui est là. Je connais une camarade qui a été violée par 3 hommes devant son mari avec Kalash. Mais ils l'ont divorcée aujourd'hui, elle est là. Elle n'a jamais osé en parler. Elle n'en parle pas. À moi-même, je suis sa soeur, sa camarade, elle ne m'a jamais dit. Mais nous tous, nous savions ce qui s'est passé ce jour-là. Vous comprenez? On est beaucoup comme ça. Yves, ce que tu as fait là, je demande à Dieu de te faire subir ça. Tous ceux qui ont comploté, tous ceux qui sont dans vos chaînes de merde là, je demande pardon à Dieu de se charger de vous. De vous me donner cette douleur que nous on ressent matin, midi, soir là. Que Dieu vous fasse ça. Là, vous allez voir ce qui est dedans. C'était mon mot de fin, mes abonnés. Vraiment, je vous demande pardon. Que personne ne m'appelle pour me dire Yako. Que personne ne m'appelle pour m'encourager. Que personne ne m'appelle pour me réprimander. Que personne ne m'appelle pour me dire quoi que ce soit. Si vous m'appelez, parlons d'autre chose. Si comme de rien n'était. Si comme ça n'a jamais existé. C'était moi. Après avoir vu ces images, eh bien, il n'y a plus rien à rajouter. Sinon, à prendre conscience du calvaire, du drame que vivent certaines personnes. Il faut absolument respecter ces douleurs-là et ne pas les minimiser et encore moins en faire l'apologie. Alors j'espère de tout cœur que ce témoignage touchera
tout un chacun, et qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Il faut que ça change, et il faut que les femmes aient le courage d'en parler. Il faut également qu'il y ait des personnes prêtes à les accueillir, à les écouter, à les conseiller. Et je suis certaine que cela est fait au niveau de certaines associations. Alors n'hésitez pas à nous donner vos contacts afin que nous puissions les diffuser pour pouvoir aider à notre manière toutes les personnes qui vivent de tels drames. Plus jamais l'apologie du viol, plus jamais. Bien des choses chez vous.